Bernard Chervet, que je me réjouis d'accueillir ce soir, a accepté donc de dialoguer avec vous, avec nous, et autour de la psychanalyse, son histoire, sa pratique, son ancrage dans la culture, et aussi ce qu'elle doit à la méthode scientifique. Bernard Chervet, si je vous présente, je vais évidemment empiéter sur votre temps de parole, donc je vais être très court, mais quand même, last but not least, Bernard Chervet est membre de la Société psychanalytique de Paris, dont il a été président, et vous êtes maintenant directeur scientifique du Congrès des psychanalystes de langue française, la CPLF, peut-être que quelques-uns ici connaissent, j'espère. En tout cas, je vous remercie donc d'avoir accepté ce défi, d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir, et sans plus tarder, je vous donne la parole. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, ça va. Le micro marche et ma voix aussi, donc tout va bien. Bien, bonsoir à vous toutes et tous. Je suis un peu étonné et ravi aussi d'être ici. C'est un lieu inhabituel, donc tout à fait stimulant pour moi de venir dans ce genre de lieu. Alors, quelques mots d'introduction. D'abord, je voudrais remercier Danielle Kuhn de m'avoir invité. Elle est responsable aussi de l'Union Rationaliste. J'ai préparé un papier. J'aurais préféré vous parler comme cela, mais étant peu habitué au lieu et à vous autres, j'ai préféré faire un papier, puis nous aurons le temps de discuter. Donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation et de votre proposition de nous rencontrer dans le cadre des cartes blanches. Donc, j'ai travaillé avec Daniel Kuhn il y a quelques années, alors que j'étais président, en effet, de la Société psychanalytique de Paris. Je l'avais invité à un colloque dont le thème était le meurtre fondateur, et dans lequel étaient intervenus des spécialistes de diverses disciplines, pour vous montrer que ce n'est pas nouveau pour moi. Ça fait très longtemps que j'entretiens des rapports avec les autres sciences de mon lieu, qui est évidemment la psychanalyse. Entre parenthèses, je suis psychiatre de formation, médecin donc et psychiatre de formation avant, puis ensuite je ne fais plus de psychiatrie, mais ma formation universitaire. Donc il y a quelques années, pour ce colloque sur le meurtre fondateur, où étaient intervenus des spécialistes de différentes disciplines pour confronter notre approche, c'est ce à quoi je tiens beaucoup, du lien. Alors dans ce colloque, c'était notre approche du lien entre destruction et disparition avec émergence et résurgence. Tout ce qui advient au sein de la psyché, je vais poser ça comme une espèce d'axiome initial, tout ce qui advient au sein de la psyché implique un acte psychique que l'on peut qualifier de meurtre fondateur, responsable de toutes les modalités de travail psychique dont sont issues toutes les productions psychiques. Nous avions, avec mes collègues, réuni des personnalités, donc Daniel Kuhn, de l'astrophysique, pour, je cite à ce moment-là, parce que j'avais eu un échange avec Jean-Pierre Luminet, que je cite, « le meurtre fondateur de la lumière par les trous noirs et autres morts résurrections qui jalonnent l'histoire de l'univers ». Pas mal. Mais il n'était pas le seul à être venu. J'avais aussi invité des gens de la biologie pour l'apoptose, de la préhistoire pour l'art pariétal, du politique et de l'anthropologie pour les meurtres au fondement des civilisations. Vous voyez un peu vaste. Et cerise sur le gâteau, Yves Bonnefoy avait abordé ce thème au sein de l'expérience poétique. Pour ce soir, donc, je vous propose de faire quelques remarques et réflexions à propos de 6 volets avant d'échanger avec vous. Premier, évidemment, le lieu on pourrait dire, oblige, la raison et l'irrationnel. Deuxième, l'objet de la psychanalyse. Troisième, la définition de la psychanalyse. Quatrième, brève histoire de l'avènement de la psychanalyse. Cinquièmement, l'élaboration du corpus conceptuel de la psychanalyse, sa métapsychologie. Sixièmement, les critères de scientificité. Puis le septièmement, ça sera discuter avec vous. Voilà. Je commence donc. La raison et l'irrationnel. Vous allez reconnaître tout de suite, enfin ceux qui sont l'union rationaliste, bien sûr, défendre et répandre dans le grand public l'esprit et les méthodes de la science pour lutter contre l'irrationalisme et plus encore l'ignorance, en groupant un nombre de savants disposés à dérober quelques heures à leur recherche personnelle pour se consacrer à cette œuvre d'éducation. C'est la phrase d'introduction du site de l'Union rationaliste. Tel est le programme laïque
de l'Union rationaliste, rédigé en 1931 au moment de sa fondation sous l'impulsion d'un médecin, Henri Roger, que je ne connaissais pas, et du physicien, évidemment, Paul Langevin. Son but est de faire reconnaître que les avancées techniques, scientifiques, politiques et culturelles de l'homme sont principalement dues à la raison. Donc c'est cela qui m'a fait vouloir commencer par quelques mots sur la raison. Je partage pleinement ces formules sur le plan immédiat, pas seulement intellectuelle, dans une certaine formulation de secondarité, je les partage pleinement, et plus profondément encore cette préoccupation, qui reste d'actualité bien sûr, l'obscurantisme étant une menace permanente. Nous savons, nous aussi, que seule la conscience et la raison peuvent apporter quelques lumières d'intelligibilité à la complexité croissante de notre approche du monde. Pour le psychanalyste, ce vœu pourrait ou risquerait de devenir une profession de foi si nous ne tenions pas compte des forces du psychisme qui refusent la connaissance, si nous négligions la haine envers la mentalisation qu'exige la connaissance, pas seulement une opération intellectuelle, une opération de mentalisation pour intégrer la connaissance, ça n'est pas que intellectuel. Preuve en est, évidemment, les autodafés et le hasard fait que les meurtres d'enseignants. Toute nouvelle découverte est une matrice de complexité qui nous met en contact avec nos manques, d'où la haine destructrice envers tout ce qui exige de nous un travail de notre psychisme, d'où la haine envers le savoir. Mais la haine, c'est d'abord envers le fait que notre psyché est obligée de se mettre au travail, quelle que soit la matière nouvelle. Notre psychisme semble dominé par un impératif de complexification qui s'accomplit en faisant avancer la culture. Nous ne pouvons certes que nous émerveiller. Je cite, « La science moderne est un admirable monument qui fait honneur à l'espèce humaine et qui compense un peu l'immensité de sa bêtise guerrière. » Hubert Reeves. Moi aussi, j'avais envie de relire un peu. Voilà. Cet émerveillement s'accompagne, pour nous, d'un refus du travail psychique à faire afin d'intégrer cette réalité du manque. Le XXe siècle a vu le déclin des mythes des Lumières. Le déclin du mythe, pas la lumière, du mythe des Lumières, du mythe de la raison, des mythes du progrès. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Avec la post-vérité et les faits alternatifs, le XXIe siècle a déjà remis en cause la notion même de fait, la notion de fait, en rendant équivalents les faits de l'observation et ceux de l'imagination. Le tour de passe-passe se sert du langage. Tout devient équivalent si nous nous référons à sa seule énonciation. Il n'est pas impossible que certains puissent utiliser ce que je viens de dire et en rendre responsable la psychanalyse dont la méthode est basée sur le dire. Mais si tous les dires sont équivalents en séance de psychanalyse, c'est pour mieux faire advenir l'épreuve de réalité, la plus délicate qui soit. Celle du réveil, à laquelle nous ne portons pas attention, et de la différenciation entre perception et hallucination, toutes les deux, perception et hallucination, étant engagées dans la vie psychique par une fonction commune, s'opposer aux tendances réductrices qui nous habitent. Le réductionnisme est à l'ombre de mon propos. Donc je rejoins bien le problème de la raison. Faisons encore un pas de plus dans la complexité des rapports de la raison scientifique et des options étayées sur des données scientifiques. L'éditorial de ce mois, de l'Union rationaliste, nous en offre un très bel exemple. Non au déni de la science. Belle formule. Nous ne pouvons que suivre cet appel. Mais s'agit-il d'un déni du savoir scientifique ou d'un déni soutenu par un savoir scientifique? Les deux sont possibles. Ça se complique. On est un peu à couper les cheveux des fois. Mais les mots ont leur valeur. Bien sûr, l'éditorial alerte sur les dérèglements climatiques et sur leur probable causalité humaine. OK, on l'a référé tout à l'heure, c'est chaud. Mais au même moment, il trouve sur son chemin, cet éditorial, la déclaration sur le climat mondial, signée par 3 lauréats du Nobel de physique, Ivar Glaver, Robert Login et John Clauser, récemment, qui pensent que ce sont les alarmistes comme le GIRC qui sont dans le déni de données scientifiques qui aboutissent à des conclusions différentes, pas forcément opposées.
Le maniement du terme de déni est donc une arme rhétorique à double tranchant, chaque camp pouvant toujours considérer que c'est l'autre qui dénie. La population ne peut absolument pas, puisqu'il s'agit ici de divulguer et de vulgariser, la population ne peut absolument pas se fier. Après, c'est qu'une histoire d'opinion et d'influence. Donc c'est important. Le rationnel, là-dedans, il dérouille. Une impasse. En tant que médecin psychiatre de formation, je ne peux pas oublier une séméiologie qui concerne la raison. En 1909, Sérieux et Capgras, ici même à Paris, deux psychiatres français, ont décrit la folie résonante. Un délire privé, un délire chronique, pardon, pas privé, un délire chronique, c'est comme ça qu'on les appelle dans la nosographie, entièrement basé sur les logiques rationnelles. Bien sûr, les prémices sont fausses, mais la logique rationnelle est impeccable, bien plus que la nôtre. Pour le psychanalyste, cette forme de rationalité pose problème parce qu'elle est orpheline de l'irrationnel. Elle est manquante de pouvoir osciller et jouer avec l'irrationnel. Ce dernier a une valeur pour le fonctionnement psychique. Le jeu des enfants leur permet de grandir. La psychanalyse tente de penser les raisons d'être de l'irrationnel. Donc, j'ai fait un pas de côté. Un autre exemple cruel cette fois, issu de la psychiatrie. En 1930, le docteur Antonio Egas Moriz a mis au point une méthode cherchant à séparer les capacités cognitives et instrumentales du cerveau et les affects venant parfois sévèrement perturber celles-ci. Il a inventé la leucotomie, plus couramment connue sous le nom de lobotomie. Cette invention a été reçue avec un immense engouement, en particulier aux USA. Le docteur Moritz tentait de répondre à une quête qui continue à exister chez nous autres psys, à la quête des psychiatres de l'époque, d'obtenir une reconnaissance scientifique. Cette méthode valut à son initiateur, en 1949, le prix Nobel. Souvenons-nous du destin tragique de Rosemary Kennedy, la sœur de John. Suite à cette opération, elle est devenue un légume, n'a plus pu ni marcher, ni parler, ni s'occuper d'elle-même. Et malheureusement, de nombreux autres cas moins célèbres ont existé. La lobotomie fut arrêtée en 1980. Un autre exemple issu cette fois directement de la psychanalyse, digne de la poule aux œufs d'or. Parmi les premiers psychanalystes, l'un d'eux, le docteur William Reich, a voulu objectiver ou réifier l'énergie psychique, celle que nous éprouvons en tant que désir et qui est exaltée dans nos vies érotiques. Nous la dénommons la libido, et les poètes parlent d'éros, amour. Après avoir émigré aux USA à cause de l'antisémitisme qui régnait en Europe, Reich a construit des boîtes à organes aptes à capter cette énergie au cours de l'activité sexuelle et a fait commerce de ces boîtes. Il a été condamné par la justice américaine, à juste titre, pour charlatanisme, mais pas pour sa recherche. Très important, qui reste entière. L'énigme majeure de notre science s'appelle donc la libido. Elle reste un mystère aussi pour les psychanalystes, bien sûr, même s'ils l'utilisent comme allant de soi, mais elle est aussi un mystère pour les biologistes qui, pour l'instant, n'ont jamais pu individualiser une énergie spécifique du psychisme et du désir. Les poètes continuent à en chanter les louanges sans s'occuper de nos dissertations, et les amants, bien sûr, à s'en réjouir sans s'occuper non plus de nos dissertations, tant mieux. Notre faible raison nous cache l'infini, écrivait Rimbaud. Je passe au deuxième, je reviens, je n'ai pas quitté la psychanalyse, c'est des réflexions qui ne pouvaient venir que de mon expérience psychanalytique, ce que je viens de vous dire comme introduction. Je passe au deuxième point, l'objet de la psychanalyse. En acceptant cette invitation, j'ai évidemment bien sûr pensé aux controverses concernant la scientificité de la psychanalyse. N'étant guère porté aux polémiques, je ne me bagarre pas beaucoup, j'argumente pas beaucoup, ni à chercher à convaincre, encore moins au prosélytisme, j'ai opté, j'ai accepté pour l'intérêt de telles rencontres. L'époque du psychanalysme est révolue. Je l'ai connue, j'étais adolescent. Je ne peux que vous faire partager mon expérience personnelle et professionnelle. Évidemment, ce n'est pas une preuve, me direz-vous, soit. Mais je n'ai rien d'autre à offrir que de vous parler du psychisme en tant que réalité. La psychanalyse est la science de la vie psychique.
plus particulièrement de la vie psychique inconsciente. Elle fait partie des sciences de la nature, comme on le disait, fin du XIXe siècle, avec en arrière-fond le romantisme qui a inspiré aussi Freud, et permet à de nombreux patients d'améliorer de façon notoire leur vie, leur capacité de travailler et d'aimer, et la capacité de profiter de la vie, même avec ses drames obligatoires. Pas tous les patients, malheureusement. Vous me direz que de tous les temps ont existé au sein de toutes les sociétés des personnes préoccupées par le fait d'améliorer le mal-être de leurs contemporains. La psychanalyse est l'héritière de toutes les méthodes qui l'ont précédée et qui ont usé de la puissance de la suggestion. Nous savons que les idéologies, croyances et convictions apportent aux humains du soulagement, à condition de s'y aliéner. La grande différence est que l'approche psychanalytique renoue avec la raison et reste ouverte à toute évolution induite par une meilleure efficience de sa mission. Est-ce un a priori ou un axiome que de considérer que la psyché est une réalité qui a été dénommée de diverses façons au cours de l'histoire, selon les conceptions sous-jacentes que les êtres humains s'en faisaient, tour à tour l'homme, la pensée, actuellement le cerveau? Les psychanalystes accordent une particulière attention à la réalité du psychisme et à la réalité psychique, c'est-à-dire ce qu'il produit à l'intérieur, et à la précieuse matière psychique, citation, comme la qualifiait Freud, réalité qui se laisse approcher dans des conditions particulières et qui sont celles de la cure psychanalytique et par le moyen du discours de séance. Discours singulier qui n'existe qu'en séance puisqu'il est soumis à une règle dite fondamentale, celle du tout-dire, celle de la libre association. Les séances sont le terrain d'expérimentation et d'évolution de soins du psychanalyste, une expérimentation qui a le souci d'améliorer la mentalisation de son patient. Ça, c'est très particulier. Les psychanalystes s'accordent aussi pour prêter à ces réalités une conceptualisation spécifique qui la rend intelligible. On n'a pas tous exactement la même, mais on a tous un corpus conceptuel. Celle-ci embrasse aussi bien le fonctionnement mental commun que les fonctionnements en difficulté appartenant à la psychopathologie. Tout comme nos organes somatiques deviennent un objet d'attention suite à leur dysfonctionnement, le classique silence des organes de la bonne santé, le psychisme retient notre attention dès qu'il est lieu de perturbation. Notre intérêt est alors attiré et se tourne vers sa réalité, avec l'espoir d'en modifier les perturbations. C'est inhérent même au psychisme que de s'intéresser à lui-même dans la visée d'en réduire les perturbations ou le déplaisir. Ça, c'est encore une autre affaire. L'humanisme a soutenu très tôt cet intérêt pour toutes les modalités du penser. La psychanalyse en est imbibée d'humanisme. Tout à l'heure, on y a fait référence aussi avec Reeves. Elle tente de conceptualiser l'appareil producteur des pensées et d'en améliorer le fonctionnement, en s'appuyant sur toutes les formes de manifestations psychiques, sur tout ce que la psyché est apte à produire, y compris les arts et les sciences. C'est là, évidemment, que je vais rencontrer des résistances de penser que la production de la science peut impliquer notre psychisme. Pour un psychanalyste, ce n'est pas possible autrement. Ça peut se discuter. Dans l'histoire des sciences, la psychanalyse est une science tardive, mais surtout une science seconde. Je m'expliquerai plus tard. Même s'il est possible après coup de trouver ses prémices dans la philosophie, la religion, les sciences occultes, la littérature, l'art, la poésie, et plus tardivement la médecine et la psychiatrie, la biologie, etc. Évidemment, quand on connaît l'œuvre de Freud et la pensée psychanalytique qui s'en est poursuivie, il suffit de lire des textes anciens pour y trouver la psychanalyse. Ça, c'est les effets de lecture, de rétroaction de la lecture, c'est obligatoire. L'approche psychanalytique de la pensée humaine embrasse toutes les modalités d'expression et d'inscription impliquant le psychisme, c'est-à-dire aussi bien les contenus, comme les représentations et les affects, on est très habitué, mais aussi toutes les sensations endogènes, celles de la sensualité et de l'érogénéité, que l'on fait, nous, que l'on considère, nous, comme appartenant au champ de la pensée, un élargissement de la conception de la pensée, mais aussi toutes les théories que le psychisme ne cesse de créer, et que nous dénommons les théories infantiles, qui sont des théories imaginaires, mais indispensables. La pensée est en effet théorisante,
car elle réagit à tous les éprouvés dits traumatiques, il faudra peut-être qu'on s'explique, par un acte de théorisation. Elle réagit à tous les éprouvés traumatiques par un acte de théorisation. Dès que quelque chose nous est inconnu ou perturbant, s'ensuit une création de causalité. La célèbre relation de cause à effet, c'est une base même du psychisme. Expliquer le traumatique, lui trouver des causalités, que celles-ci soient rationnelles ou non, plausibles ou complotistes, fabriquer de la causalité est une fonction du psychisme, une nécessité pour le psychisme. Vous voyez, donc l'irrationnel, il a ses raisons d'être pour nous et on a totalement à l'inclure. L'expression studia humanitatis désignait l'étude des humanités, c'est-à-dire de tout ce qui caractérise l'être humain, d'où l'attention portée aux aliénés et la naissance progressive d'une psychiatrie accordant une dignité aux dégénérés. Vous retrouvez cela dans l'histoire de la folie, à l'âge classique, bien sûr. C'est ce que fit l'humanisme de la Renaissance, en faisant un retour aux classiques grecs et romains et en accordant une valeur laïque, enfin, à toutes les manifestations de l'esprit humain. Cette démarche fit entrer dans l'humain le sublime et l'horrible. Pas moyen de chuter hors de l'humain, même avec l'horreur. Les conséquences furent grandes. Depuis la naissance de la psychiatrie en tant que science médicale jusqu'aux ouvrages satiriques qualifiant de folie, une subtilité absolument redoutable de l'époque pour contourner les censures, donc qualifiant de folie les tentatives de rester indépendants envers les mentalités de groupe dominantes, soutenues par des idéologies imposées en tant que normalité universelle et éternelle, alors qu'elles sont conjoncturelles. L'éloge de la folie d'Erasme, le Gargantua de Rabelais, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha de Cervantes, bien sûr, 1509, 1534, 1607, une explosion de l'époque, sont des œuvres politiques qui défendent la possibilité de l'épanouissement du psychisme. Troisièmement, la définition de la psychanalyse. La définition classique de la psychanalyse est celle donnée par Freud en 1923 dans une encyclopédie. L'encyclopédie de la sexologie humaine en tant que science de la nature et de la culture. C'est joli comme titre. L'encyclopédie de la sexologie humaine en tant que science de la nature et de la culture, éditée par Marcuse, dans un souci de vulgarisation. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Freud acceptait de faire des textes de vulgarisation. Psychanalyse est le nom, je le cite, premièrement, d'un procédé pour l'investigation de processus psychiques qui sont à peine accessibles autrement. Deuxièmement, d'une méthode de traitement des troubles névrotiques qui se fonde sur cette investigation. Troisièmement, d'une série de vues psychologiques acquises par cette voie qui croissent progressivement pour se rejoindre en une discipline scientifique nouvelle. En psychanalyse, il n'y a pas de séparation radicale entre l'élaboration conceptuelle du fonctionnement mental, l'approche clinique des patients et l'obtention d'une amélioration du fonctionnement psychique de ces patients. Probablement, là, une grande différence avec les autres sciences. Peut-on imaginer que les astrophysiciens souhaiteraient améliorer l'univers au nom d'un univers idéal leur servant de référentiel? Je crois que c'est complètement absent de vos pensées, et je comprends bien. Pas nous. Nous, on théorise un fonctionnement mental auprès de patients dont on a l'ambition de participer, de les aider, s'ils le souhaitent, à améliorer leur fonctionnement mental par le biais de notre pensée et de leur utilisation de notre pensée. Donc on a en nous-mêmes, quoi qu'il en soit, une espèce de référence d'un fonctionnement mental idéal, qui n'est pas normatif, mais qui existe. Donc la normativité, ça est un mouvement qui vient aussi faire réfléchir les psychanalystes. Si la définition de la psychanalyse sépare ces trois plans, c'est sous la contrainte du langage. La pratique psychanalytique n'est pas une application d'une théorie ou d'un savoir abstrait, ni d'une mathématisation.
Si la conceptualisation ne se fait pas au cours des séances, évidemment, elle trouve une partie de ses sources dans l'expérience clinique des séances et elle permet d'écouter le discours des patients comme étant... Oui, elle trouve ses sources dans l'expérience, etc. Donc, dans les nécessités internes du psychanalyste, de théoriser ce qu'il entend. Alors évidemment, il n'est pas là, il y a un temps second pour écrire la théorisation. Mais le mouvement de théorisation s'enclenche au contact de l'expérience clinique en séance, mais à revers. Le fait d'avoir en nous-mêmes, en latence, sans y penser, une théorie, ce qu'on appelle latente, permet d'écouter le discours des patients comme étant l'expression de leurs processus psychiques qui ne peuvent être que déduits et qui ne seront jamais visibles autrement que par leur production. C'est banal, ça. Bon. Le cabinet de l'analyste est son terrain prototypique, je l'ai déjà dit tout à l'heure. L'écoute des processus psychiques soumis à la règle du tout-dire révèle aussi bien leur efficience que leurs achoppements, voire même, à l'heure actuelle, quelque chose qui n'était pas chez Freud, voire leur incapacité, parfois, à engendrer de la pensée, voire même leur définitive incapacité. Gros problème. En 1900, la naissance de la psychanalyse espérait que tout était réparable et réversible. On n'en est plus tout à fait là. D'où la possibilité d'un effet thérapeutique et de leur conceptualisation, puisque l'on peut observer les processus psychiques qui répètent ce qu'ils ont acquis au cours de leur histoire, mais aussi les défaillances qu'ils ont acquises au cours de l'histoire, voire leur incapacité ou leur quasi-agénésie, au sens d'incapacité à engendrer quelque chose de la pensée, pour nous. Bien sûr, il existe un écart théorico-clinique propre à toute science, entre les faits observés, les faits déduits et la conceptualisation. Ça, c'est obligatoire, c'est le problème du langage. Mais aussi, il existe un écart théorico-pratique qui est notre peine, si on peut dire, notre péché, non, je ne veux pas aller jusque-là, bien un écart théorico-pratique entre l'intelligibilité du fonctionnement psychique, qui est très en avance sur l'efficacité à faire évoluer une psyché. Nous savons bien plus théoriser que de comment faire évoluer une psyché. Donc là, il y a un écart qui, pour nous, est par moments douloureux, parce qu'on en comprend beaucoup, et ce n'est pas nous qui pouvons faire évoluer une psyché, même si on l'a compris, les mécanismes qui font obstacle, c'est vraiment quelque chose qui doit se passer chez le patient et qui doit nous utiliser. Il s'agit donc d'inclure... non, je vais sauter une phrase, ce serait dommage. L'écoute et l'attention de séance sont confrontés à ce que nous connaissons tous depuis Kant, ce que je viens de vous dire, la subjectivité de notre perception. Ça, on est habitué maintenant, ça fait partie du lot commun de tous les scientifiques. Bachelard, lui-même, a fait un pas de plus en démontrant que l'observateur est partie prenante de l'expérience. Il fait partie de l'événement même. Ce n'est pas seulement quelque chose à rectifier, c'est quelque chose d'impossible à rectifier. Il fait partie de l'événement. Observer, c'est perturber, écrivait Hubert Reeves. En psychanalyse, observer, c'est révéler. Et révéler des difficultés aussi. Mais c'est révéler. Il s'agit donc d'inclure le contexte dans lequel se fait l'observation pour nous. Ceci est particulièrement vrai en psychanalyse où nous avons introduit depuis très longtemps les notions de transfert et de contre-transfert et de ce couple qui joue continuellement, c'est-à-dire de l'implication fondamentale du psychisme, évidemment de la méthode, évidemment de la connaissance, etc. Mais tout cela est porté par un psychisme, celui du psychanalyste en séance. Il ne s'agit pour nous pas de savoir si cette implication est positive ou négative. Il s'agit de considérer que l'apparition des faits de séance est intrinsèque aux conditions des séances. La déduction selon laquelle ces faits existeraient dans le psychisme indépendamment des conditions de révélation contient une part aventureuse. On l'a fait beaucoup trop souvent, voire réductrice, celle de l'objectivation et de l'objectivité, qui... Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ce n'est pas simple à penser, l'objectivité. Nous ne pouvons être certains d'une chose, nous, psychanalystes, dans nos séances,
que des processus, des mécanismes, des contenus psychiques existent, mais les modalités de pensée qu'ils utilisent, la façon de se déployer de la pensée, dépend du contexte dans lequel ils s'expriment, elles s'expriment, ou ces processus s'expriment. La psychanalyse et épigénétique se croisent. Singularité et universalité se combinent. On ne perd ni l'universalité, mais on rajoute la singularité. On ne perd pas la singularité, jamais. Donc là, il y a une tension entre les deux qui est assez passionnante. Quatrièmement, brève histoire de l'émergence de la psychanalyse. Évidemment, brève. Si nous voulions créer la psychanalyse, voire même démontrer son identité de discipline scientifique, apparemment, au premier abord, rien ne serait mieux que de recourir à l'histoire de sa genèse et de son développement. Mais l'histoire est une reconstruction, et sa recontextualisation est infinie. Donc là, il y a un point de fuite. Impossible. C'est dans un contexte précis que la psychanalyse a été forgée par Sigmund Freud, contexte médical précis, que la psychanalyse a été forgée par Sigmund Freud à partir d'héritages scientifiques et de démarches expérimentales. Les premiers travaux de Freud portent sur l'histologie en neurologie, voire ses travaux sur la différenciation sexuelle des anguilles. On va me dire, il était obsédé, bon, si vous voulez. Puis sur la pharmacologie avec la cocaïne, où il a fait véritablement des découvertes. Homme de laboratoire, il s'est orienté progressivement vers la neurologie clinique et a muté son laboratoire en cabinet de clinicien, cherchant à comprendre les rouages du psychisme et à améliorer, dans la même envolée, la santé psychique de ses patients. Je me suis référé à diverses reprises à la notion de contexte, qui est essentielle pour avoir accès à une intelligibilité. Chaque fois que nous introduisons un nouveau paramètre dans le contexte, il s'ensuit des révisions possibles des significations. Or, le nombre de paramètres est absolument infini. Donc on n'en a jamais fini avec la signification. Faut-il faire remonter la psychanalyse aux conceptions des maladies mentales du XIXe siècle et aux tentatives de traitement de cette époque, au magnétisme animal, Mesmer, le Baquet, à l'hypnose, à la théorie de la dégénérescence héréditaire associée à la syphilis, etc., ou bien aux courants de pensée centrés sur l'associationnisme qui se sont développés depuis Aristote, puis au XVIIIe siècle en Angleterre avec Hume et Locke, et qui, ensuite, se sont répandus dans toute l'Europe avec James Mill, Stuart Mill, Spencer, Wundt, etc. Un grand courant, l'associationnisme. Ou bien à l'effervescence de l'époque industrielle, ou à la créativité exaltée de la Vienne, fin du XIXe siècle. Tous ces paramètres se combinent avec bien d'autres. Certains ont même dit la confession juive, etc. Science juive, soi-disant. Bien, je veux dire, on peut tout mélanger. Ce qui est surprenant, c'est que ces paramètres puissent se combiner en quelques individus à une époque donnée. Ça, c'est une petite remarque en passant. Comme si l'histoire de la pensée et du savoir se cristallisait en quelqu'un ou en quelques-uns, et que cette cristallisation pouvait répondre à l'atmosphère traumatique d'un moment de la civilisation. C'est une proposition que je fais. En produisant une nouvelle modalité de penser le monde, le mystère de ce que nous appelons les grands hommes. Centrons-nous sur ce qui a été déterminant chez Freud, un certain nombre de faits qu'il a rapprochés les uns des autres. La neurologie de l'époque avait reconnu que les symptômes de certains patients étaient réversibles et reproductibles sous hypnose. À Nancy, Bernheim avait abandonné l'hypnose et utilisait la suggestion. À Vienne, en Autriche, Breuer utilisait la remémoration spontanée de ses patients pour obtenir un effet cathartique. De plus en plus de neurologues hospitaliers constataient que certains patients présentaient exactement les mêmes symptômes que les malades atteints de troubles neurologiques non réversibles, mais que eux, leurs symptômes étaient réversibles. Ces éléments apportaient l'espoir de pouvoir soigner ceux que l'on a dénommés, et que l'on dénommait déjà, les hystériques, en ne les prenant pas au sérieux. Cette plasticité de l'hystérie, cette malléabilité, cette réversibilité, cette influençabilité attirèrent l'attention de Charcot. Encore Paris. Le maître de la Salpêtrière, entouré d'un parterre de disciples fascinés par les scènes corporelles que le maître déclenchait et reproduisait grâce à l'hypnose, en a fait un théâtre dont il était le metteur en scène. C'est ainsi que fut promue une différenciation essentielle, celle entre la psychiatrie et la neurologie. Se déploya alors la grande époque de la nosographie. La capacité de l'hystérie
à s'identifier aux formes conjoncturelles des diverses pathologies somatiques ambiantes et au discours des psychologies collectives. Sa capacité à séduire son hypnotiseur, et non pas l'inverse, contrairement à ce que l'on croit, participèrent à cette différenciation, ce qui eut l'effet paradoxal, mais très important, de rehausser l'hystérie proprement dite en tant que voie d'accès au fonctionnement psychique. La porte ouverte au psychisme. Par ailleurs, ces manifestations de l'hystérie n'étaient pas sans évoquer, évidemment, vous l'avez compris et vous le savez, des scènes sexuelles ainsi que des extases religieuses. Le terme de conversion corporelle, créé par Freud, en porte la mémoire, ainsi que l'étiologie sexuelle proposée initialement. Charcot apporta une autre contribution absolument essentielle qui va courir sur la fin de mon topo. Il s'aperçut que les symptômes de l'hystérie suivaient une causalité en deux temps. Un premier qu'il dénomma un choc, référé à quelque événement traumatique externe, et un second dit symptomatique. Il dénomma la période intermédiaire, dont la durée n'était ni fixe ni prévisible, j'insiste, période d'incubation. Pasteur était dans l'ombre. Et période, il y a deux mots, et période d'élaboration psychique, avant Freud. On pense tous que ce mot vient de Freud. Eh ben non, il était chez Charcot. Freud prit en compte l'ensemble de tous ces travaux que je viens de vous dire rapidement et hypothèses et les réunit dans une conception du fonctionnement mental qu'il n'a cessé de faire évoluer et que nous autres, nous poursuivons au contact d'une clinique beaucoup plus large maintenant que la seule hystérie. Les théories religieuses de la démonologie, moralistes de la dégénérescence syphilitique, bactériologiques de la contamination et de l'incubation ont donc servi de socle et de métaphore pour définir la vie psychique, puis ont été abandonnés au profit de la métapsychologie. Pour ça, je disais tout à l'heure, la science, la psychanalyse est une science seconde. Elle s'appuie sur les autres sciences. L'hystérie et les névroses ont été comprises comme liées à des fixations, aux relations infantiles, des deuils de l'enfance n'ayant pas été accomplis. D'autres dysfonctionnements ont pu ensuite être observés au sein des séances, comme ceux du narcissisme, c'est-à-dire de l'organisation même du psychisme lui-même. Puis d'autres encore au niveau des fonctions des processus psychiques consistant à transformer nos sources pulsionnelles, notre activité pulsionnelle en désir humain, à utiliser cette qualité traumatique de toutes les pulsions, la tendance à l'extinction, on y reviendra probablement, en contenu et matériaux psychiques, d'inscrire cette tendance à l'intérieur du psychisme, de la faire vivre à l'intérieur du psychisme. La psychanalyse est née de l'intérêt que Freud apportait à ce qui était resté totalement énigmatique dans la conception de Charcot. Vous l'avez entendu, la période intermédiaire, l'entre-deux-temps, celle qu'il a nommée l'incubation, etc. Il n'en a jamais dit un seul mot. Mais il l'a différencié. Et de façon assez géniale, il ne l'a pas appelé un temps, il l'a appelé une période. Premier temps, deuxième temps, il a décrit un phénomène en deux temps, avec un intermédiaire, une période. Ça, vraiment, c'est des intuitions absolument extraordinaires quand on voit ce qu'elles sont devenues après. Donc, Freud s'est porté, la psychanalyse est née de l'intérêt que Freud a porté à ce qui était resté totalement énigmatique dans la conception de Charcot, la période intermédiaire, l'entre-deux-temps. Là encore, il a fait appel à d'autres faits, celui de la sexualité humaine dont le développement se fait en deux temps. Il a dénommé la période intermédiaire la période de latence. Il me reste ? Oui ? 20 minutes, il me reste ? Ah oui, ça sera bon, oui. Ah oui, c'est largement même, je pense un peu moins. Non, je m'étais calibré. Il va ensuite décrire de nouveau... son intérêt à Freud, il faut bien le comprendre, c'est véritablement le lieu de l'énigme qu'il a attiré, c'est-à-dire ce que le maître n'avait pas montré. Je vous rappelle que Freud était le traducteur en allemand de Charcot, le premier et le seul traducteur, enfin non, il y en a peut-être eu depuis, mais c'était le premier traducteur des œuvres, des travaux de Charcot en allemand. Donc, ce que Charcot avait nommé cette période intermédiaire, Freud l'a nommé la période de latence. Alors, je l'explique pourquoi. Là encore, il s'intéresse à cet entre-deux-temps, mais il fait appel à d'autres faits. Celui, premièrement, de la sexualité humaine, dont le développement se fait en deux temps. C'était connu à l'époque que le développement de la sexualité se faisait en deux temps.
Et il a dénommé la période intermédiaire, cet entre-deux-temps, la période de latence. Donc ce mot est inscrit dans la vulgarisation commune. Tout le monde parle de la période de latence, moins de l'âge de raison. C'est la même. Mais enfin, ça montre que ça se centre sur le psychisme et non pas sur les comportements. Et puis, d'un autre fait, celui de l'activité psychique nocturne qui se situe entre la veille et le lendemain. Il s'est donc intéressé, encore une fois, à un entre-deux, ce qui se passe à l'intérieur du psychisme entre la veille et le lendemain. Eh bien, le rêve. Ce n'est pas par goût pour l'oniromancie qu'il a écrit la Traumdeutung, l'interprétation du rêve. C'est parce qu'il voulait savoir ce qui se passait dans cette boîte noire intermédiaire à l'intérieur du psychisme. Il a alors créé un concept pour rendre compte de cette dynamique en deux temps, avec un entre-deux-temps, l'après-coup. Il a ensuite décrit de nombreux caractères de la pensée. Plusieurs modalités de pensée existent de façon concomitante. Ça, ce n'était pas clair avant lui. Plusieurs courants de pensée coexistent et oscillent de l'un à l'autre, mais ils coexistent et ils vont en sens inverse l'un de l'autre. Le courant diurne investit le monde extérieur et le transforme, celui nocturne fabrique, j'insiste, et utilise la mémoire et assure la régénération libidinale, le ressourcement du psychisme et de nos investissements, donc du désir. Il se réalise par le biais du système hallucinatoire et de façon habituelle par le rêve. L'entre-deux-temps est le temps psychique proprement dit, d'où une nouvelle différenciation entre les tableaux cliniques qui impliquent le psychisme, ce mécanisme psychique, et ceux qui le court-circuitent et que nous désignons, les pathologies qui court-circuitent ce facteur psychique, nous les désignons du terme de névrose actuelle. C'est notre jargon. Les autres, c'est les psychonévroses ou les psycho-quelque chose. Dans un livre publié il y a quelques mois, j'ai repris et développé, malheureusement il est en anglais, publié il y a quelques mois, j'ai repris et développé l'importance de ce procès dynamique de l'après-coup qui organise l'ensemble du fonctionnement psychique et qui offre une nouvelle conception de la pensée humaine. L'énigme laissée en suspens par Charcot concernant l'entre-deux-temps s'est donc trouvée en partie résolue, et évidemment elle a été le socle, comme toujours, c'est toujours une énigme qui est le socle des nouvelles découvertes, bien sûr. Mais elle s'est trouvée donc en partie résolue grâce à Freud. Mais tout comme cela a lieu dans toutes les autres sciences, une résolution produit d'autres énigmes. Cinquièmement, l'épistémologie de la psychanalyse, la méthode du détour. Pourquoi la psychanalyse s'intéresse-t-elle à d'autres sciences et à d'autres champs culturels ? Ce n'est pas seulement par curiosité, c'est évidemment par curiosité et par plaisir d'apprendre. Mais ce n'est pas seulement par curiosité et par plaisir d'apprendre. J'ai déjà signalé plus haut que tout contact avec une nouvelle part de réalité suscitait l'engouement de résoudre des énigmes, mais aussi un mouvement opposé lié au fait que toute nouveauté exige de la psyché un travail d'intégration du nouveau. Ce n'est donc pas le nouveau qui est rejeté, c'est le travail psychique que cette intégration exige. Sauf quand le nouveau nous fait des promesses salvatrices, fondées sur le déni de réalité déplaisante. Là, il y a une acceptation immédiate, même si ce nouveau est totalement faux. Et les personnes qui s'y connaissent en sciences médiatiques disent qu'une fois que dans le champ culturel, une information fausse, scientifiquement fausse, mais présentée comme scientifique a été transmise, il faut à peu près 10 années pour la rectifier. Ça montre qu'on y tient aux promesses salvatrices. Au sein de la Société psychanalytique de Paris, pendant mes 2 mandats de président, nous avons créé une unité de recherche, une petite unité de recherche, sans prétention, pas un CNRS, etc. Non. Malheureusement, on aurait aimé. Dans celle-ci, nous recevons des spécialistes d'autres domaines culturels que le nôtre, que ce soit la science, l'art, la littérature et bien d'autres domaines comme l'histoire, la sociologie, la politique. Ces spécialistes sont de diverses sensibilités, diverses régions, tant analytiques que régionales ou dans le monde. De même, dans le Congrès des psychanalystes de langue française, le CPLF, que j'ai dirigé pendant 8 ans, j'ai également inclus des invités non psychanalystes afin qu'ils nous parlent depuis le lieu de leur discipline, pas de psychanalysme ni de tentative d'amalgame des sciences les unes avec les autres, mais au contraire,
l'introduction de différence et de différenciation, qui nous parle des diverses notions que nous utilisons, tant celles d'espace, j'avais fait inviter un architecte, le temps célèbre, les notions de temps, d'énergie, d'affect, d'identité sexuelle, de transmission, etc., etc. C'est ainsi que nous avons pu confronter les rentrées d'Edelman et l'opération de l'après-coup. C'est très intéressant. Les études neuroscientifiques sur la sexualité au processus en 2 temps de la sexualité humaine, parce que quand vous vous penchez sur les études neuroscientifiques sur la sexualité, ils ne tiennent jamais compte des 2 temps. Donc c'est important de se confronter. Les neurones miroirs et l'identification. L'humain neuronal et la pensée humaine. Les émotions avec les affects. La plasticité neuronale à l'intégration de la nouveauté, etc. Nous avons pu échanger sur les notions de discontinuité, de contingence, d'auto-organisation, sur la place de l'irréductible singularité qui est le maillon qui tente de réunir actuellement les neurosciences et la psychanalyse. Toutes ces études sont regroupées dans ce qu'on appelle, ce que vous connaissez bien, la science des systèmes complexes, qui met l'accent sur l'imprévisibilité des émergences. Là, je me retrouve en plein en psychanalyse, et je vais vous expliquer. En psychanalyse, c'est le cas des rêves réussis. Il reste absolument leur résultat. Le contenu du rêve du lendemain reste absolument imprévisible quand le rêve réussit. Dont le contenu est imprévisible, contrairement à ceux, les contenus, des rêves traumatiques. J'y reviendrai. La psyché est ainsi faite que pour s'opposer aux forces réductrices qui existent en elle, elle a besoin de trouver des réalités dans le monde extérieur. De même, la théorisation de la psyché a besoin de passer par les conceptualisations des réalités externes avant de pouvoir conceptualiser la vie psychique elle-même. Ça explique seconde. Il existe une précession des autres champs de culture. L'accomplissement de l'élaboration de la métapsychologie utilise ceux-ci comme métaphores temporaires. Elle passe par eux, ça devient des métaphores. Certains restent aux métaphores, c'est pas très grave. D'autres vont à la conceptualisation plus abstraite. Freud n'a cessé au cours de sa théorisation de se référer à d'autres champs de la culture et de revenir à la métapsychologie par ce biais. Ça n'était pas seulement parce que c'était un homme très cultivé, c'était parce qu'il voulait, il se servait de ces champs de culture comme marche-pied, comme intermédiaire, parce que son but fondamental, c'était de conceptualiser une métapsychologie. L'étendue et la diversité des domaines auxquels il se réfère est absolument impressionnante. Depuis la thermodynamique, la chimie, la physique, la médecine, l'anthropologie, la linguistique, l'art, la littérature, la peinture, la sculpture, bien sûr, la mythologie, la poésie, la politique et bien sûr la neurologie et la biologie. Et j'en oublie sûrement. Ce détour par les autres sciences est en fait la manière dont les processus psychiques se mettent en place et se développent dès l'enfance. Et la manière dont ils se prolongent ensuite dans notre intérêt pour la culture. Ce type de détour est inhérent au développement de la vie mentale. Telle est la fonction du jeu chez les enfants, d'installer leur processus psychique en les métaphorisant avec les objets de leur jeu. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font. Et c'est très important qu'ils le fassent. On s'en fout qu'ils sachent ce qu'ils font ou pas. Le problème n'est pas là, c'est qu'ils le fassent. Et ça installe tous les mécanismes mentaux. À la fin de sa vie, Freud écrit. Ça peut faire bondir. L'espace peut être la projection de l'extension de l'appareil psychique. Aucune autre dérivation n'est probable. Au lieu des déterminants a priori de Kant de notre appareil psychique, la psyché est étendue, elle n'en sait rien. Il donne alors la place initiale à des qualités psychiques inconscientes, ce qu'il appelle l'extension du psychisme, et à leur transposition sur le monde extérieur, l'espace. Ce qui permet ainsi de conceptualiser la réalité externe d'espace, puis ensuite de conceptualiser ce que chez nous on appelle la topique, qui s'appuie sur les notions d'espace du monde extérieur. La conceptualisation du psychisme se fait alors dans un temps second, après avoir utilisé le monde externe comme espace intermédiaire, étape intermédiaire. La même formule peut s'appliquer au temps. Psyché est intermittente, ce qui nous fait rêver, c'est moi qui le dis. Psyché est intermittente, elle n'en sait rien, d'où l'élaboration de la notion de temps. La notion de temps est issue, pour nous autres, psychanalystes, du fait que nos investissements sont intermittents et discontinus. C'est ce qui scande une temporalité, une multitude de temporalités en nous que l'on a tenté de maintenir,
dans des horloges, etc., dans une quantité d'appareils, mais qui fait que je crois que c'est le champ du temps qui utilise le plus grand nombre de bases de calcul. C'est-à-dire que c'est impressionnant quand on regarde le nombre de bases utilisées pour la temporalité, ce qui renvoie à ce que chez nous, on a pu appeler le temps éclaté à l'intérieur du psychisme. Voilà pourquoi j'ai écrit plus haut que la psychanalyse est une science seconde qui a besoin de faire un détour par les autres champs de la culture pour se construire. Enfin, pour terminer, mon 6e point, les critères de scientificité. C'est là le plus redoutable, pour moi en tout cas. Nous voici au point 6 annoncé, le plus délicat, celui des critères de scientificité et de l'épreuve de réalité. Au cours de mon propos, de cette conférence, j'ai déjà évoqué plusieurs points. Par exemple, le recours au déni et son côté double tranchant. On ne peut pas dire là il dénie, là-bas il dénie pas. Ça ne tient pas. Donc on oublie ce critère-là. On peut l'utiliser, mais on l'oublie au sens, on ne peut pas se dire que c'est un critère. J'ai évoqué aussi en passant rapidement la cohérence. Si tentant que puisse paraître ce critère, il s'effondre rapidement. Il n'y a rien de plus cohérent qu'un délire chronique ou une idéologie. De plus, la psychanalyse nous a appris que cela fait partie d'un mécanisme propre au rêve. La mise en cohérence de son scénario est nécessaire à sa fonction de dissimulation des souhaits inconscients réalisés. Il n'est pas sûr du tout que le rêve soit cohérent. Mais la dernière étape du rêve, sa présentation à la conscience ou sa verbalisation, son énonciation, son récit, essaye d'être cohérent afin de dissimuler tout le monde psychique discontinu et disloqué qui existe de façon sous-jacente. C'est probablement la plus grande qualité que nous pouvons souhaiter à un scientifique, comme moi, que je souhaite à un scientifique, de supporter de vivre avec l'incohérence. J'ai évoqué la question aussi de la perception. On pourrait s'en revenir à la perception et l'empirisme. Elles se mélangent aisément à l'hallucination, et il faut du temps pour les distinguer. Je vous renvoie évidemment au célèbre film « Un homme d'exception » à propos de John Nash, prix Nobel en 2015, qui a passé des années à différencier. Il est arrivé, c'était une psychose hallucinatoire chronique. Dans ce cas-là, avec la psychose hallucinatoire chronique, il est possible de séparer les deux fonctionnements mentaux. De plus, la perception des réalités tangibles, c'est un ajout que je fais, de plus, la perception des réalités tangibles, donc apte à être représentée, est utilisée par le psychisme pour répondre aux effets d'une autre catégorie de perception, celle des manques, des disparitions et des absences. Nous utilisons continuellement les réalités tangibles pour amoindrir l'effet des réalités, des manques, des séparations, des absences et des disparitions. En psychanalyse, il nous faut tenir compte des fonctions des opérations psychiques, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines autres sciences, qui n'ont pas forcément des fonctions. La psyché remplit des fonctions. Elle décrit des mécanismes, des contenus, des productions. Non, la psychanalyse décrit les mécanismes du psychisme, des contenus, ses productions, ses processus, mais elle doit compléter de ses fonctions et en tenir compte. Sinon, pour le psychisme, il n'y a pas d'intelligibilité à ce moment-là. La perception du tangible sert à dénier momentanément et positivement, vous voyez, le déni revient mais sur un mode positif, sert à dénier temporairement et positivement dans un premier temps le rapport au manque. C'est seulement après un entre-deux temps de travail psychique, un rêve, pendant la nuit, que le manque pourra être reconnu comme étant une réalité. On ne fait pas un deuil sans passer par le rêve, sans ressusciter les êtres perdus. La découverte du manque se fait donc en deux temps, selon le procès de l'après-coup. Une illustration rapide dans l'histoire des sciences. Ce qui fut dénommé la première loi de la thermodynamique, Joule, a été découverte bien après celle qui devint la seconde, Carnot, celle-ci ayant été énoncée 40 années auparavant. La loi de Carnot a subi un temps d'oubli avant de faire résurgence. Elle a absolument suivi les effets de l'après-coup. Elle reconnaît l'existence d'une perte, alors que celle de Joule s'inscrit dans la lignée des théories des équivalences sans perte, telle la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tranquille. Que Lavoisier tenait lui-même
du philosophe grec Anaxagore. Rien ne naît ni ne périt, mais les choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Du fait de son contact avec la réalité de la perte, le principe de Carnot a subi la dynamique psychique de l'après-coup. Il a été mis en latence durant presque 40 ans et est passé en seconde position quand on a désigné, conceptualisé les lois de la thermodynamique. On l'a mis en seconde position, laissant la pole position au principe idéal, celui qui ne présente pas de perte, celui des transformations sans perte. Les disparitions et résurgences, les cryptomnésies sont évidemment fréquentes en psychanalyse et c'est aussi intéressant de s'intéresser à la disparition de certaines idées psychanalytiques qu'à leur résurgence ou non. Et nous ne les repérons pas toujours évident. Un autre critère souvent évoqué est la confirmation par les pairs, AIRS, l'adoption par le groupe. Les quelques cas de prix Nobel évoqués plus haut nous montrent que ce critère ne peut être une garantie à lui seul. S'ouvre là le chapitre des psychologies collectives. C'est-à-dire qu'il y a certes un rapport au groupe, mais certes on retrouve la singularité et le groupe, la double inscription. D'autres critères peuvent être encore évoqués. Celui de la causalité, qui s'est évidemment énormément complexifié. À côté des relations de cause à effet directement observables et reproductibles, nombre d'entre elles sont totalement discontinues, imprévisibles et ne peuvent être que déduites. Nous retrouvons la procédure de l'après-coup. Il n'y a aucune évidence de lien entre les pensées de la veille et les formations manifestes du rêve du lendemain. Seule la théorie du rêve et l'efficacité de l'interprétation psychanalytique permettent d'établir un tel lien de causalité entre le contenu manifeste du rêve et certaines pensées mises en latence la veille sous l'influence de souhaits inconscients. Que des déductions. Notons que les mécanismes relevant du processus de rêve se répètent tels quels chaque nuit, mais que le résultat est imprévisible et variable d'une nuit sur l'autre. Il existe une exception, je vous l'avais évoqué tout à l'heure. Les rêves qui tentent de modifier un état traumatique lorsque ce dernier reste absolument vif et exige l'immobilisation des aspirations à l'extinction. Le rêveur s'attache alors à des perceptions de réalité tangible qu'il a perçues lors de l'événement chargé de la qualité traumatique, lors de ses éprouvés traumatiques. Il reste accroché aux réalités tangibles voisines parce qu'il ne peut pas prendre en compte la réalité traumatique. La journée, des flashs hallucinatoires récurrents vont s'emparer de sa conscience avec toujours les mêmes images issues de ses perceptions voisines. La nuit, le rêve va mettre plusieurs nuits, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver à redonner de l'espace au rêveur et de lui permettre de se détacher de ces éléments voisins collés à l'attraction de l'expérience traumatique. C'est donc seulement dans le cas de la névrose traumatique que le sujet peut répéter le même rêve et donc le prédire. Il peut se coucher en se sachant quel rêve il va faire, mais il est malade. L'insomnie n'est pas loin. Dans les autres cas, la reproductibilité se situe seulement au niveau des mécanismes producteurs du rêve, pas au niveau du contenu du rêve. Vous aurez sans doute deviné mon dessein. Évoquer ici le critère de scientificité de Karl Popper, la falsification, c'est-à-dire la possible réfutabilité. Très subtil. En effet, pour Popper, le critère de scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester par des expériences reproductibles qui aboutissent à des contradictions. Elle n'est donc qualifiable de scientifique qu'après coup, suite à l'introduction d'une différence entre la prédiction et le résultat qui vient la contredire. Dans ce sens, la névrose traumatique, en rendant le résultat du rêve prédictible, a rendu la doctrine du rêve de Freud de 1900, la névrose traumatique a été introduite en 1917. Donc, dans ce sens, la névrose traumatique de 1917, en rendant le résultat du rêve prédictible, a rendu la doctrine du rêve de Freud de 1900 scientifique, puisqu'elle incluait une imprévisibilité du résultat du rêve. Mais, en introduisant une telle contradiction, elle a fait évoluer la science du rêve, elle a transformé la formule de 1900, le rêve est un accomplissement de souhait, en une autre formule. Le rêve tente d'être un accomplissement de souhait. Le terme de tentative insiste alors sur la fonction du rêve et sur les forces qui s'y opposent.
Une nouvelle fonction se dessine, celle d'utiliser les forces négatives au service de la vie psychique, celle d'utiliser le plus longtemps possible la tendance extinctive afin de régénérer nuit après nuit la psyché en libido et de produire une prime de libido que nous nommons le désir au réveil. Mon développement me permet de formuler un souhait, et puis je vais m'arrêter, que les définitions classiques de la science, basées d'abord sur le savoir, mais on n'en est plus là, puis sur la mise à l'épreuve de théories hypothétiques, ça c'est déjà plus proche de ce que l'on fait, fassent un pas supplémentaire et reconnaissent que la prise en compte de certaines réalités psychiques exige de nouveaux critères pour définir ce qui est scientifique et ne l'est pas, tels que l'expérience d'un monde psychique inconscient qui peut être approché grâce à l'interprétation psychanalytique dans des conditions particulières, telles que la surdétermination par une visée attractrice potentiellement déjà là, le contraire du déterminisme de Darwin. Mais ça s'inscrit aussi avec le déterminisme de Darwin, simplement c'est un déjà là potentiel qui attire le devenir, qui oriente le développement du psychisme, telle enfin que la contrainte subie par le psychisme de devoir accomplir certaines fonctions essentielles à la vie humaine. Il est temps de laisser la place au 7e volet de la soirée, à notre échange. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Merci. On était dans un renversement. L'écoute venait de la salle et vous écoutez, vous. Alors que dans votre pratique habituelle, vous êtes dans une position inversée. Bien. Oui. Oui. Bon, je pense que cette belle présentation a dû susciter des réflexions, des questions. Et je vais tendre le micro. Merci pour cet exposé. Moi, je me posais la question en écoutant ce que vous disiez sur les rêves. Il y a des rêves dont on n'est absolument pas conscient au réveil. Est-ce que les méthodes d'observation de l'activité du cerveau maintenant, qui sont des méthodes assez performantes pour faire dire au cerveau ce qu'il a dit, sont utiles et sont utilisées surtout pour la psychanalyse en général? Depuis qu'elles existent, on a pu faire des avancées intéressantes qui se sont contredites les unes après les autres, mais justement c'est pour ça aussi qu'elles sont intéressantes et qui nous intéressent nous aussi. Simplement, au moment où on est dans notre cabinet, assis à notre cabinet, elles ne nous aident pas à interpréter un rêve. Par contre, que l'on ait envie de considérer que le rêve se réinscrit dans l'activité corporelle, large du terme, et que l'on puisse en avoir les signes électriques, etc. Oui, je suis favorable. Je veux dire que j'accueille volontiers. J'ai participé à un colloque il n'y a pas très longtemps sur des choses comme cela. J'ai beaucoup aimé tous les PowerPoint qu'on nous a projetés, toutes les explications. C'est mon plaisir de connaître et le plaisir aussi d'ancrer ce qui, chez nous, relève de la pensée dans la physiologie corporelle. Moi, c'est plutôt ce point-là qui m'intéresse. Sur les autres éléments, je ne pense pas qu'actuellement, on puisse... ça serait intéressant, ce que vous, comme voie, ça serait de pouvoir réanimer la vie onirique de quelqu'un dont il est privé. S'il y avait des possibilités en passant par directement la physiologie neuronale, pourquoi pas? Ça serait nous, on se casse la tête avec ça. Je veux dire, il y a des patients, parce que vous avez évoqué la possibilité de rêver et de ne pas s'en souvenir. Ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si la personne se réveille et est en pleine forme et qu'elle dit je ne me souviens pas de mes rêves, on en déduit que la personne a rêvé et que son rêve a tellement réussi qu'il n'a laissé aucune trace. Par contre, il y a des personnes qui se réveillent avec le même état de fatigue que quand ils se sont couchés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut penser, nous, que l'activité onirique n'a pas fonctionné, elle n'a pas rempli sa mission. À ce moment-là, on est occupé, et on veut bien partager ça avec la biologie et toutes les autres sciences, de comment on peut réanimer l'activité onirique. Ça,
Je vous suis. Là, on rentre sur ce que l'on appelle les névroses actuelles, c'est-à-dire là où le facteur psychique a été court-circuité. Si on peut réintroduire le facteur psychique, nous, on peut bosser. Quand le facteur psychique n'y est pas, nous travaillons avec ce genre de patients. Ils viennent nous voir, ce que l'on nous appelle, ceux qui ont ce que l'on appelle une pensée opératoire, factuelle, c'est-à-dire qui ne nous parlent que des faits immédiats qui se présentent à eux et qui manquent d'un imaginaire et d'onirisme. Mais avec cela, on travaille. C'est notre but d'essayer de faire advenir du psychisme. On se casse pas les dents. On est en difficulté. OK. Par exemple, il y a une question. Merci pour votre conférence. Je m'appelle Emmanuelle Huisman-Perrin et je suis membre de l'Union rationaliste. Et je me bats depuis de longues années au sein de l'Union rationaliste pour défendre une certaine ouverture à d'autres formes de scientificité que la physique, par exemple, du côté de la psychanalyse, du côté des sciences dites humaines et sociales. C'est pas une petite affaire. Et je voudrais vous interroger sur votre sentiment aujourd'hui, en tant que psychiatre et psychanalyste, de ce qui m'apparaît comme un moment d'immense régression du rapport à la psychanalyse dans le monde académique. Et je pense notamment à une institution comme l'École normale supérieure, dans laquelle les neurosciences ont acquis une place absolument déterminante. Alors, je parle d'un lieu institutionnel et académique, mais évidemment, je ne pense pas qu'à ce lieu-là. Et il me semble que dans de très nombreux lieux, je pense aussi à l'hôpital, je pense au PMI, je pense au centre de soins, la psychiatrie et la psychanalyse sont en un grand danger, ou dans une grande déshérence, et je voulais avoir votre position là-dessus. Ah, magnifique question. Enfin bon. Je vais réintroduire une fibre optimiste. Quand même. C'est-à-dire que dans le mouvement que vous décrivez en intitulant, en le qualifiant de régressif, il y a aussi une rectification qui est bien logique et qui est même positive. C'est-à-dire que la psychanalyse a fait l'objet, tout à l'heure j'ai fait référence de mon adolescence du psychanalysme, j'ai lu plein de choses à l'époque, on dévore quand on est adolescent, donc on dévore plein de choses, et à l'époque, tout était machin psychanalytique, truc, machin, tout y était. C'était pas bon, non, c'était très mauvais même c'était nécessaire probablement à l'époque, ça participait du baby-boom et compagnie, et donc il y avait une émulation et une idéalisation de l'analyse qui était soutenue aussi par les psychanalystes, et par la culture et par l'ensemble, qui n'était pas adapté au sérieux de l'analyse, qui faisait partie du mouvement groupal d'émulation beaucoup plus que du travail psychanalytique. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a une rectification qui s'est faite ces dernières années et qui est plutôt positive. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, en un petit peu humour, j'ai plusieurs étudiants de l'ENS qui sont venus me voir.
Donc ça montre que quand ça ne va pas, il trouve encore la porte du psy, donc c'est encourageant. Non, je veux dire que c'est ça. C'est-à-dire que grosso modo, je sais bien le poids des idéologies, vous avez raison, je ne peux pas dire le contraire. Alors évidemment, en France, le poids des idéologies est beaucoup plus pernicieux que dans d'autres pays où on le voit, on le sait, etc. Donc chez nous, c'est beaucoup plus infiltré. Mais cette infiltration, elle laisse aussi place à plus de possibilités d'échapper et d'avoir parfois des troubles ou d'être en mauvaise santé au sein de ce genre d'atmosphère, et pour tant des raisons personnelles que des raisons de rébellion contre l'idéologie momentanée et locale. Et à ce niveau-là, il y a une part positive de ces jeunes personnes, il y a leur besoin de se faire soigner, mais il y a aussi une part positive, c'est leur rébellion contre l'idéologie de leur école. Je ne suis pas opposé, j'aime bien les enfants rebelles. Bien, donc à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. La troisième chose qui est particulière, je l'ai un tout petit peu abordée, et vous avez raison de remettre le doigt dessus de façon plus dans l'actualité. C'est vrai que c'est assez troublant pour nous autres qui avons vécu l'avènement d'une psychiatrie très ouverte, les années post-68, moi j'étais adolescent en 68, mais dans les années 75, ce qu'on appelait la politique de secteur, la sectorisation, l'ouverture de la psychiatrie, cet immense mouvement culturel de la psychiatrie sectorielle, et de cette attention, de cet humanisme, de cette attention aux patients, était quelque chose d'une richesse pour nous qui avons été élevés avec. Donc j'ai un peu peur aussi que je me mette à regretter mes années de jeunesse, ce qui est logique, mais c'est pas du tout impossible quand je vois un certain nombre de mes collègues jeunes psychiatres. Heureusement, là aussi, il y en a certains qui viennent me voir soit pour des supervisions, soit pour des analyses. Donc leur psyché continue à fonctionner. Donc si je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des carcans et des mouvements groupaux qui cherchent à réduire énormément le psychisme et la prise en compte du psychisme, et en même temps, il y a des échappées individuelles singulières qui sont vivantes, il y a des germes de vie qui sont là. Vous avez la double casquette psychiatre-psychanalyste. Alors, j'ai une question à vous poser pour différencier les deux pratiques. On entend souvent dire que les psychiatres, dans la mesure où ils donnent des médicaments, je fais simple, s'intéressent aux symptômes, et les médicaments ont tendance à mettre le couvercle dessus, ce qui donne effectivement au patient l'impression qu'il va mieux. Mais qu'en est-il des causes? Alors que le psychanalyste met de côté les symptômes, ce qui parfois crée un désagrément très fort du patient, qui s'attend à ce que, effectivement, dans la semaine qui suit, les choses iront beaucoup mieux. Mais il s'intéresse aux causes, non pas pour les trouver lui-même, mais pour aider le patient à finalement les expurger. Notre but est bien sûr de faire disparaître les symptômes, mais avec notre méthode du détour, c'est-à-dire en améliorant le fonctionnement mental. Ce n'est pas la disparition du symptôme qui nous intéresse, c'est l'amélioration du fonctionnement mental. Et si cela se fait, le symptôme va se... Comme on le dit, on a des formules du style que le symptôme, la guérison vient de surcroît, c'est-à-dire ce qui la différencie beaucoup de la médecine. Alors en effet, la psychiatrie au sens très... La psychiatrie, c'est plus que des médicaments, c'est beaucoup plus un organe inscrit dans le socius. Elle a une fonction sociale. Le psychiatre a le droit d'interner quelqu'un. Je veux dire, c'est un pouvoir législatif aussi, c'est un pouvoir médical, mais il a un pouvoir social. Je veux dire il est inscrit dans la médecine, donc il est dans les institutions médicales et il a une autre fonction. Merci beaucoup d'avoir différencié, comme ça mérite aussi de différencier la personne qui est arrivée, qui suit la filière de lettres et par la psychologie et qui vient à la psychanalyse
parfois, en ayant comme formation le fait d'être psychologue, c'est-à-dire d'être orienté par la méthode de la psychologie cognitive, etc. Donc il y a plusieurs voies qui peuvent amener à la psychanalyse, mais il y a 3 pôles qu'il ne faut pas confondre. Je suis bien d'accord avec la formule. Le psychiatre appartient à la médecine. La psychologie appartient à la tradition des lettres, ce n'est pas du tout les mêmes universités. La psychanalyse, les 2 branches peuvent mener à la psychanalyse, mais après, il faut passer par des instituts privés, comme notre société, qui ont fonction et vocation à la formation de psychanalystes. Et à ce moment-là, la formation initiale continue à exister en nous, on ne va pas renier notre cheminement, mais elle s'atténue énormément. Quand on est entre nous, psychanalystes, il y a quelque chose du corpus métapsychologique qui nous réunit, qui est notre langage, notre science, notre façon de penser. Et le côté psychiatre, avec ces inscriptions dans le Socius, ou le côté psychologie qui décrit plus des phénomènes psychiques, s'atténue beaucoup. Vous voyez, c'est important Ceux qui se sont pas encore exprimés. Merci. Oui, j'ai vécu aussi cette période. Je ne suis pas psychiatre, je suis chirurgien. Mais j'ai connu une période tout à fait emballante que vous avez évoquée. C'était celle de la psychiatrie ouverte, sous la férule de Ronald Lin et Cooper aussi. Si vous référez aux pionniers. Oui. Non, j'avais une question à vous poser. Cooper et Ling, avec la poésie de Ling, oui. Bravo. Une question à vous poser, parce que dans votre discours ne revient que le mot de Freud. Alors, est-ce que vous pensez que Lacan, par exemple, a été d'un apport à la psychanalyse? Essentiel. Et si oui, lequel? Essentiel. Essentiel. Oui. Par exemple, est-ce que vous faites un grand cas du ternaire de Lacan? Vous voulez dire de... Le réel, le symbolique, l'imaginaire. Parce que c'est quand même une grille d'intelligibilité tout à fait intéressante. RSI, oui. Bien sûr, j'en fais un grand cas. Je veux dire que je ne peux pas l'ignorer. Simplement, ce qui est important, c'est à la fois d'accueillir les nouvelles pensées, et celle de Lacan est particulièrement forte, d'en tirer ce qui est véritablement des apports, et en même temps de la confronter continuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de théorie du psychisme ou de conception du psychisme qui soit plus riche que celle qu'a apportée Freud. Donc il faut en même temps, pour l'instant, c'est un problème de méthodologie et je dirais presque d'éthique aussi, on est obligé de confronter les apports de tous les autres auteurs à celle de Freud. Et à ce moment-là, d'en déduire ce qui améliore la conception de Freud, mais ce qui la réduit, ou ce qui dit la même chose avec d'autres termes qui ne nous amène pas grand-chose, sinon à multiplier la diffusion des petits langages. C'est-à-dire à ce moment-là, la babélisation des langages. Il y a aussi, si on veut se comprendre, moi qui ai fait pendant 2 ans pas mal le tour du monde, si on veut se comprendre avec des psychanalystes de l'autre bout de la planète, il faut aussi garder un socle commun dans le langage. Donc on a une langue commune. Alors après, on bricole. Mais si chacun fait sa petite chapelle, vous connaissez ça, le mot chapelle le dit bien, on va perdre la possibilité d'avoir un corpus commun. Alors, bon, Lacan, sur le plan de ce qui a été absolument essentiel par Lacan, c'est qu'il a récusé le glissement, l'infléchissement tout à fait qui posait problème, mais qu'il faut inscrire dans l'histoire aussi sur la psychologie du moi qu'il y a eu au moment de la guerre. Et ce n'est pas anodin que je prononce ce mot, c'est évidemment lié à un certain nombre de choses où il ne fallait plus aller du côté du psychisme. Quand je parle tout à l'heure de la méthode, vous avez entendu, je suppose, vous êtes quand même
ouvert du côté de l'entendement. Quand j'ai fait référence, vous avez entendu que le prix Nobel a été donné en 1949. Ça ne vous a pas échappé que la méthode de la lobotomie, entre le moment où elle a été découverte et puis le prix Nobel, il y a eu la guerre et l'expérimentation nazie sur les cerveaux, etc. Je veux dire, je ne crois pas que ça vous a échappé. Donc voilà. Et Lacan est arrivé là-dessus et a vraiment bousculé fortement. Après, il a dérivé ou déviationner, tout ce que l'on veut. Mais il a bousculé, ça a été absolument essentiel, et c'est, on peut le dire, grâce à Lacan, que la France a été, pendant un long moment avec l'Angleterre, ou reste un peu moins quand même, mais a été pendant la deuxième moitié du XXe siècle à la pointe en recherche psychanalytique. Les productions les plus importantes étaient faites par la société les sociétés françaises, les deux qui existaient à cette époque. Maintenant, il y en a un peu plus, il y en a 3, enfin même 4 si on veut rajouter celles qui ne sont pas de hippéistes, puis beaucoup plus si on va du côté de lacanien, et puis l'Angleterre. Il y avait deux forts pôles qui se sont répandus dans le monde et qui ont apporté beaucoup. Alors Lacan aussi a réintroduit une chose fondamentale, c'est l'inscription dans le langage, c'est-à-dire à quel point le langage traduit les processus psychiques et non pas la génétique de papa, maman et du développement du bébé avec sa mère. Je veux dire qu'il y avait un côté développementaliste de description du développement, qui avait un petit côté réductionniste vis-à-vis de la vie mentale. Lacan a secoué tout ça. Et toute la communauté psychanalytique autour, qu'elle soit d'accord ou non, a bénéficié énormément de Lacan. Moi, j'ai toujours eu un immense plaisir à lire Lacan. Alors, il y avait évidemment, il y a encore, mais beaucoup moins, mais il y avait eu des opposants radicaux, il y avait un clivage total. Sur le plan de la pensée, c'est fini. Sur le plan des écoles, d'accord. Sur le plan des institutions, comme on rappelait tout à l'heure, ok. Sur le plan de la pensée, il n'y a pas de fermeture à Lacan. Et le RSI me semble être absolument essentiel. C'est une autre façon de dire, mais qui est assez intéressante, surtout à cause du symbolique. De ramener la loi du symbolique, ça c'est très pertinent. Oui, alors moi je suis physicienne, donc je connais rien à la psychanalyse. Néanmoins, j'ai grappillé quelques idées dans ce que vous avez dit, et il y en a. Et je voudrais faire un petit commentaire, c'est qu'il y a quand même des analogies avec ce qu'on fait en mécanique quantique. Oui. La révélation, on ne sait pas ce que va donner l'expérience d'Alain Aspect tant que l'appareil de mesure n'a pas donné son résultat. On ne peut pas le prédire, et c'est la mesure qui le révèle. Donc je trouve qu'il y a quand même une belle similitude, voilà. Et puis j'aimerais comprendre mieux comment vous expliquez comment on saisit les découvertes à rebours, avec le temps, le rôle du temps. Pourquoi le deuxième principe de la thermodynamique qu'on connaissait a été compris après? Enfin, vous avez donné cet exemple, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi. Et pour continuer là-dessus, vous avez dit des choses qui m'ont quand même beaucoup stimulé l'imagination sur le temps qui ne s'écoule que par fragments. Et ça m'a rappelé le livre que j'ai essayé de comprendre, mais c'était trop difficile pour moi, écrit par un de vos confrères psychanalystes, c'est Le temps et la psychanalyse, inspiré des topos de Grothendieck. Le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, mais il s'écoute sur un cercle et on peut aller en avant, en arrière. Et il y a des faisceaux comme ça qui vous permettent, à un instant donné, de vous raccrocher au passé et au futur. Je ne sais pas si vous pouvez nous commenter un peu vous voyez qui je veux dire, c'est le psychanalyste qui a écrit ce gros livre pour comprendre Shakespeare. Ah oui. Merci d'avoir réintroduit la notion d'analogie. Je crois que je ne l'ai pas prononcé, alors que je pense que c'est un terme que j'apprécie énormément, parce que je pense qu'il y a un rapport d'analogie, et que quand j'ai parlé de métaphorisation, c'est à cause des analogies, et que c'est très intéressant. Et quand on se réunit avec d'autres scientifiques, d'autres disciplines, le rapport d'analogie me semble, moi, très pertinent et très fécond.
Donc merci de l'avoir introduit. Simplement, après, chacun reprend ses billes et reconstruit dans son monde. Et on ne va pas importer les concepts de l'autre uniquement parce qu'en analogie, ça nous fait fantasmer et rêver et imaginer. C'est très positif, tout ce temps-là, mais il faut bien un moment ou un autre revenir à la métapsychologie. Donc l'analogie a ses limites, mais elle est particulièrement féconde. Alors pour nous, l'analogie, évidemment, on l'utilise d'une façon un peu différente, c'est qu'on considère que qu'il y a une analogie entre deux choses parce qu'il y a un troisième terme inconscient qui les rend analogiques. Donc vous voyez un peu, on tient, nous, à la place de l'inconscient. C'est-à-dire que ce qui fabrique l'analogie, c'est un élément inconscient entre deux éléments qui, a priori, n'ont pas d'éléments analogiques. Donc ça, je trouve plus intéressant de parler d'analogie même que de métaphorisation. Je vous remercie. Le deuxième temps, pour Carnot-Joule, il me semble avoir dit, mais je comprends que ça puisse ne pas pouvoir être immédiatement saisi, d'abord parce que peut-être que je suis allé un peu trop vite, et puis on bute sur une réalité qui est difficile. Nous, on déduit par différentes raisons, et en particulier, ça s'appelle dans la conceptualisation de ce que l'on peut nommer la différence des sexes, on considère que il y a une différence absolument essentielle et qui est très importante pour la psyché, qui est entre ce que moi j'appelle le tangible, c'est-à-dire qui est représentable, et ce qui relève du champ du manque, qui est sans représentation. Et que le champ du manque exige un détour par un travail psychique qui utilise le tangible pour le nier, mais ensuite pour le révéler. Et que la théorie de Joule n'avait pas besoin de faire ce travail parce qu'elle ne dit rien sur le manque, bien au contraire, elle présente les théories de Lavoisier et compagnie, de cette lignée-là, les théories des équivalents, n'incluent absolument pas de perte ou de manque. Donc elle n'exige pas du psychisme ce temps de détour, alors que dès que l'on annonce qu'il y a quelque chose qui se perd, ça fait des résonances à l'intérieur des psychés qui font qu'un détour est nécessaire, ce qui fait que la théorie de Carnot venait heurter les espoirs de la physique de l'époque et qu'elle est passée et que pour l'avaler, il a fallu... Parce que quand il l'a présentée, c'était pas l'Académie, c'était je sais plus quoi, de médecine, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, en 1920 et quelques, ou peut-être bien l'Académie de médecine, quand il l'a présenté, il y a eu un très bon accueil. L'accueil a été excellent, simplement il a été oublié immédiatement. C'est-à-dire que ça a complètement été rangé dans un tiroir. Et c'est même après sa mort qu'elle est revenue. Et il a fallu, je réinsiste, il a fallu la théorie de Joule pour atténuer la dimension traumatique, la notion. Le fait, c'est pas intellectuel. Si c'était intellectuel, ça poserait aucun problème. Intellectuellement, on accepte la perte. Psychiquement parlant, on l'accepte pas. On peut pas. Peut-être que ça explique pourquoi, pendant des années et des années, les physiciens, les bricoleurs, toutes sortes de gens ont essayé de mettre au point une machine universelle, le mécanisme perpétuel. C'est une chimère qui a mis beaucoup de temps avant d'être annulée définitivement par l'Académie des sciences. Absolument, oui, c'est très... on en reparlera de cela, ça me paraît très intéressant. J'en profite pour répondre à votre troisième question sur le temps, c'est que le psychisme, je ne peux pas aller bien loin, mais que le psychisme a une particularité, c'est qu'il a la capacité au nom de le terme a été employé tout à l'heure, d'une régression, de se régénérer. Et donc, à ce moment-là, il a un à-rebours temporel. Et la régénération, c'est tenter de gagner du temps sur le temps. Ça n'empêche pas que le temps de la chronologie continue à exister. Mais la psyché est faite de telle façon, si on n'avait pas ce mécanisme-là et la possibilité de rêver, on mourrait beaucoup plus vite. Hein. Je veux dire, notre durée de vie serait beaucoup plus courte. Oui. Alors, il y a une dernière question ici, courte, pour répondre rapidement, et puis ensuite, on finira par les internautes. Voilà. Merci, c'est gentil, Jacques Bordet. Si j'ai bien noté, je vous ai entendu dire qu'il fallait souhaiter à tout scientifique de supporter de vivre avec l'incohérence. Oui.
Et ça m'a un petit peu interpellé parce que dans la recherche, on recherche l'incohérence pour changer de paradigme, pour regarder ce qui ne colle pas et pour créer quelque chose qui serait une nouvelle cohérence. Donc on ne veut pas vivre avec la cohérence, mais on la recherche quand même. Donc si on la supporte au départ, on perd une motivation de recherche. Je n'avais pas pensé que de supporter l'incohérence faisait perdre la recherche. Je pense, moi personnellement, je ne le vis pas comme cela. Je vis que le fait qu'au contraire, il y a une motivation d'être en contact, de ne pas se séparer de l'incohérence. Pour moi, c'est une motivation, l'incohérence. Je ne baisse pas les bras face à l'incohérence. Bien sûr qu'il reste à quelque part le mirage de la cohérence, mais je ne crois pas à la cohérence. Je suis d'accord avec vous que c'est un point d'attracteur, mais de rester en contact avec l'incohérence, c'est un moteur aussi. Vous voyez le double mouvement. Je comprends bien que l'on puisse... Mais je suis, moi, persuadé que quand on amène du nouveau, on ne rend pas plus cohérent, on introduit de nouvelles incohérences. Donc, À propos de cohérence et incohérence en mécanique quantique, en technologie quantique, la décohérence, c'est l'ennemi. Évidemment. La décohérence, c'est l'ennemi. Hein, oui. Absolument. Et si on passe de la microseconde à la milliseconde, alors là, on a gagné des temps de décohérence. Vous savez qu'on n'arrête pas actuellement en psychanalyse de faire des analogies avec mécanique le quantique. Hein. Ben, oui. On n'arrête pas. Et ça, je sais, oui. Des fois, ça abuse. Des fois, on a certains psychanalystes qui se mettent à vouloir être des quantiques et qui en oublient la psychanalyse au nom des analogies. Mais la psychanalyse n'aide pas non plus à comprendre la mécanique quantique. Non, absolument. Non, sur le chat, les questions. Alors, le chat, pour une fois, est très positif pour votre exposé. Beaucoup remercient. D'habitude, on a des insultes, on a des gens qui blaguent, mais là, tout est très sérieux. Je vais être privé alors. Mais il y a les questions portent sur le rêve. Et il y a une question, si on ne rêve pas, est-ce qu'on meurt et pourquoi ? Ah oui, ça c'est un problème essentiel. Si on ne rêve pas, enfin bon, la question est dans la réponse est dans la question, parce que la personne qui pose cette question connaît ce que c'est que la torture. La torture, ça consiste à briser le sommeil de quelqu'un pour l'empêcher de rêver et l'empêcher de se régénérer. Et ça crée des dysfonctionnements somatiques et il meurt très vite. Ouais. C'est une question impeccable, mais redoutable, tragique. Et alors une autre, je ne sais pas si vous pourrez répondre, parce que on demande à quoi rêve le bébé dans le ventre de sa mère. Est-ce qu'il rêve ? À quoi rêve-t-il ? Alors, j'attends qu'un bébé vienne me raconter ses rêves dans le ventre de sa mère. S'il vient me les raconter, je pourrais vous raconter à quoi il rêve et interpréter. Donc, je sais qu'il rêve. Je sais, mais ça, c'est tout le mouvement alors, le RSI, bien sûr, de l'imaginaire. Lacan n'aimait pas l'imaginaire. Moi, j'aime beaucoup le symbolique, mais je trouve que l'imaginaire est sympathique aussi. Toute la vie prénatale ouvre des possibilités d'imaginaire absolument fabuleux, et surtout avec des attractions de vie intra-utérine complète où on serait exempt des difficultés de la vie, etc. Enfin bon, plus ou moins. Mais en tout cas, ça nous ouvre un imaginaire qui est sympathique en soi, mais qu'il faut considérer comme étant un imaginaire, parce qu'on n'a pas de repère pour... voilà. Je veux dire qu'il ne suffit pas qu'un bébé ait le doigt dans la bouche pour qu'on pense qu'il a des auto-érotismes déjà engagés, etc. Je veux dire que ça va un peu vite. Oui, voilà. Mais je trouve, c'est vrai que dès qu'on regarde vous faites ça le comble, hein, si vous mettez des échographies de bébés, vous faites un colloque sur l'embryon et la vie de l'embryon. Ce qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Alors une toute dernière question, la plus courte possible, puis on va clore cet échange, malheureusement. Oui, j'ai lu ça dans je ne sais quelle chose de vulgarisation. En quoi l'occultisme menace-t-il constamment la pensée de Freud ? En quoi l'occultisme. L'occultisme ? Oui.
Freud s'est posé la question. Je veux dire, vous avez absolument raison, il a écrit 3 articles sur l'occultisme qui l'ont amené à montrer que dans des conditions très particulières, avec une intensité relationnelle, il pouvait y avoir des transmissions de pensée entre des individus qui sont éloignés. Tiens, ça va nous ramener à la conférence d'Asper, qui a donné, elle, je veux dire, la théorie d'Asper a donné lieu à justement un déferlement vers l'occultisme, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de séparation. Moi, j'aurais tendance à penser qu'en effet, à part dans des conditions très particulières que l'on dénomme transfert avec une intensité transférentielle, et Freud a essayé de les démonter, mais il y a une ou deux situations où il a trouvé que voilà, on ne pouvait pas déconstruire plus, donc on ne pouvait pas non plus renier ça. Par contre, l'occultisme, on rentre dans les joies de la magie, et on aimerait bien, et dans la réalisation de nos désirs inconscients, on aimerait bien que tout soit magique et qu'on ne soit pas séparés, et que ceux qu'on a perdus puissent être retrouvés, que, pour dire autrement, que la mort, ça soit l'ouverture sur un autre monde, etc., etc. Enfin bon, je vais pas. Ceci dit, votre question est assez encore plus complexe, parce que quand j'étais jeune homme et que je lisais la trame d'Untung, j'ai lu en même temps la Kabbale juive de Vuillard, qui étaient 2 gros volumes, et les mécanismes du rêve, la condensation, le déplacement, la figurabilité et l'élaboration secondaire, c'était des mécanismes avec des mots différents qui étaient décrits dans les sciences occultes et dans la Kabbale juive aussi. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas des influences, mais entre des influences et des analogies, oui, mais une confusion entre les deux, certainement pas. Enfin, pour moi, non. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment d'être menacé dans mon approche du psychisme humain par les sciences occultes. Elles m'ont intéressé, j'ai fait comme beaucoup, j'ai lu les Rose-Croix, les choses, etc. Mais j'ai au contraire senti qu'ils étaient occupés, eux aussi, par des choses qui relèvent de mécanismes mentaux, qu'ils les prenaient autrement, mais qu'on trouvait des similitudes. En ce sens-là, on retrouve vos analogies. Bien, merci Bernard Chirvet, merci beaucoup. Je pense que tout ce débat pourra être réécouté sur le site de l'Institut d'astrophysique et de l'Union rationaliste. Peut-être même que nous vous demanderons d'écrire un texte suite à ce débat. Merci encore. Merci à vous tous pour vos questions et votre présence. Merci beaucoup.